Abdoulaye Gaye, de Adama Gaye plutôt, explique au téléphone de Abdoulaye Diop. Adama Gaye a été auditionné ce jour par le doyen des juges après 3 tours d'horloge. L'audition s'est très bien passée dans une bonne atmosphère et il a eu l'occasion de s'exprimer dans le fond du dossier sur toutes les questions qui ont été posées par le doyen des juges. Il était assisté par tous les avocats de la défense et il a répondu sereinement aux questions qui lui ont été posées, bien sûr, en assumant les propos qu'il avait assumés dès le départ et en réfutant celles qui lui ont été prêtées depuis le début de cette année. Maintenant, dans un second temps, il y a eu une information qui est véhiculée et qui concerne une demande de liberté provisoire qui a été révélée. Il est bon maintenant de faire une précision importante. Vous savez, dans un premier temps, Adama Gaye devait être auditionné le 29 août, c'est-à-dire jeudi passé, par le doyen des juges. Ça avait même été annoncé dans la presse, mais au dernier moment, son audition a été reportée sans que nous, les avocats, on nous donne des raisons suffisantes et des raisons pouvant justifier ce report. Or, comme vous le savez, ce jour-là, nous étions déjà venus avec une demande de liberté provisoire pour qu'à l'issue de son audition, cette demande soit déposée comme ça se fait très souvent. Alors, dès lors qu'on avait renvoyé son audition sine-die sans nous donner raison justificative, nous, avocats, nous avons pris la responsabilité de déposer cette demande de liberté provisoire, nonobstant le fait qu'il n'ait pas encore été entendu au fond. Nous avons réitéré une demande de liberté provisoire, une nouvelle demande qu'on a déposée aujourd'hui après son audition et cette demande est en cours d'instruction. C'est donc Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, un des avocats de Adama Gaye. Revoilà Saïr Kébé, cet ancien pensionnaire de Rebeuss, dit ne pas d'être surpris par la mort de 2 détenus de la chambre 11 de Rebeuss, un endroit qu'il connaît bien pour y avoir séjourné. Selon lui, l'ouverture de la prison de Sébikotane n'est pas une solution au problème de Rebeuss qu'il qualifie de mal profond. Il faut revoir les mandats de dépôt, avertit Saïr Kébé. Abdourahmane Diallo. Après avoir passé plus de 4 ans en prison, Saïr Kébé avait même séjourné dans la chambre 11 de Rebeuss où récemment 2 personnes ont perdu la vie. Toute personne qui est passée par Rebeuss n'est pas surpris par cette situation. Moi, j'ai fait 13 mois dans cette prison et d'ailleurs, j'ai eu à séjourner dans la chambre 11. Mais je vous assure que c'est une chambre étroite. On était en paquetage. Les nuits, tout le monde avait peur parce que plusieurs d'entre nous n'avaient pas où se coucher. Moi, j'ai passé des nuits blanches dans cette cellule. Il y a aussi la vétusté du bâtiment. D'ailleurs, lorsque j'ai entendu cette affaire, je pensais que c'était le mur qui s'est écroulé tellement les bâtiments sont vétustes. Le jeune homme a été accusé d'apologie du terrorisme. Aujourd'hui, il est libre. Il pense que l'ouverture de la prison de Sébikotane ne peut pas résoudre le problème de surpeuplement de Rebeuss. Je ne pense pas que la prison de Sébikotane soit une solution définitive. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut éviter, ce sont des mandats de dépôt si faciles. Parce que je vous dis, si par jour 10 prisonniers sont libérés, sache que durant cette même journée, on va enregistrer 80 nouveaux prisonniers. Et tu fais le total par semaine, tu as le chiffre. C'est énorme. Après sa libération, Saïr Kébé a repris ses cours. D'ailleurs, il prépare son examen de baccalauréat, prévu le 8 octobre prochain. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. Comment raffermir les relations entre les forces de sécurité et les civils? Le réseau ouest-africain pour l'éducation à la paix œuvre dans ce sens dans la banlieue. L'ONF a réuni les 2 parties pour discuter sur les voies et moyens nécessaires à une meilleure qualité dans les commissariats, qualité d'accueil dans les commissariats et gendarmeries. La rencontre s'est déroulée en présence de notre correspondant dans la banlieue d'Ongoka. Dans la salle où se déroulent les travaux, le fossé qui sépare les forces de l'ordre et les civils est palpable. Une équidistance qui renseigne sur le rapport de méfiance entre les 2 parties et que le projet de police de proximité veut éradiquer. Alfred Gomis, coordonnateur de ONEP Sénégal. Quand nous parlons de police de proximité, c'est dans la démarche que les populations et les forces de sécurité collaborent davantage, qu'il y ait une relation de confiance. Il y a un problème au niveau de l'accueil qui doit être résolu. L'accueil doit être amélioré de part et d'autre. Le point focal du WANEP à Tivavone Diaksao pointe du doigt un autre problème. Lassana Traoré évoque la sécurité du dénonciateur. Personnellement, c'est des choses que j'ai vécues. On se rend compte parfois que des jeunes dénoncent des dealers dans le quartier. Et ces derniers reviennent pour dire que c'est vous qui m'avez dénoncé à la police parce qu'on m'a dit que c'est vous. Vous allez rendre compte avec moi. Donc c'est exposer la personne dans une insécurité totale.
Après les interpellations, place à la réaction des forces de l'ordre. Commissaire Idriss Tchandoum. Il ne faut pas qu'on se voile la face. L'accueil souvent fait défaut dans nos services. On s'attelle à y apporter des correctifs. Si les gens font la remarque, il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport à ces inquiétudes de la population. La protection, on le fait. Nos dénonciateurs sont souvent anonymes et on fait tout pour garder cet anonymat. La phase pilote du projet de police de proximité est déroulée dans les communes de Pikine-Ouest, Tivavone, Diacksao, Thiaroye-Gare et Keur Massar. La construction d'une route sur l'axe Gandiol-Potou, source de malheur dans cette partie de Saint-Louis. Les chantiers isolent des villages comme Mouit, Mbumbaï et Degouniaï. Entre autres, les habitants de cette commune du Gandiol qui dénoncent la situation ont manifesté ce mercredi avec port de brassard rouge. Mohamed Nabissila. La nouvelle route goudronnée construite entre Gandiol et Potou a occasionné l'isolement de plusieurs villages, dont Mouit, Mbumbaï et Degouniaï. Et pourtant, les autorités avaient pris la décision de bitumer les pistes qui mènent vers ces localités. Ayant épuisé toutes les voies et moyens légaux pour que cette route caouteuse et inaccessible en voiture pendant l'hivernage soit faite, dans de pareilles circonstances, le CODIC rappelle aux autorités de ce pays que les populations de Gandiol ne peuvent plus supporter la négligence de la part de l'État du Sénégal. Maguette Diop, le coordonnateur du collectif pour la défense des intérêts de Gandiol, précise que cela a un impact économique certain avec la production agricole. Le CODIC demande à l'État du Sénégal d'agir pour apporter des remèdes à nos maux, car cette route constitue une maillon importante pour permettre à nos braves parents d'écouler leur production halieutique. Par une manifestation d'envergure organisée dans ces localités, la question de l'eau a été évoquée, même si des réalisations ont été faites par la SONES dans le Gandiolais. On voit une nette amélioration par rapport à l'eau. Mais jusqu'à présent, le Gandiol a eu aussi des problèmes d'eau. Il y a d'autres villages qu'on a toujours le problème, comme le village de Mbao, comme le village de Guingué. Le CODIC explique que cela est le premier maillon d'une manifestation qui va se poursuivre tant que les autorités ne respecteront pas leur engagement. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Le SINEL, le syndicat des enseignants libres, dit non à la suppression du certificat d'études élémentaires. Au motif, elle est synonyme de la dévalorisation du cycle élémentaire, la démotivation et la baisse du niveau des élèves, selon le chargé de la communication du SINEL, section Thiès, Modou Thiam, au téléphone de Oumar Mbow. C'est avec beaucoup d'amertume et d'indignation que j'ai appris l'impopulaire proposition de M. Mbow, coordinateur de la COSIDEP, relative à la suppression du certificat de fin d'études élémentaires. Et à ma qualité d'abord de parent d'élèves, je ne saurais rester indifférent face à cette agression du système éducatif. À ma qualité également d'enseignant, je ne peux pas manquer de m'opposer à une telle forfaiture. Et enfin, à ma qualité de citoyen sénégalais, tout court, je ne peux pas ne pas me prononcer sur cette mesure qui, si toutefois elle passe, elle sera lourde de conséquences. D'abord, parmi les conséquences, on pourra noter la dévalorisation du cycle élémentaire, la démotivation des enseignants et des élèves de ce même cycle, car enseigner ça sans évaluer, ça vraiment serait une véritable jeu de yo-yo. Ça va entraîner également le rabaissement du niveau de l'école. Ça peut entraîner tout simplement la transformation de l'école élémentaire à une véritable garderie d'enfants. L'introduction de l'enseignement à la santé, de la reproduction dans les daras, c'est ce que veulent les acteurs communautaires du département de Pikine. Ils estiment que les pensionnaires des daras doivent mieux être sensibilisés sur ce sujet pour briser le tabou. Les jeunes et adolescents sont aussi invités à fréquenter les centres conseils ados pour avoir les bonnes informations sur la santé de la reproduction. Moussa Gano, secrétaire général du mouvement des jeunes pour la promotion de la santé au micro d'Ondongoka. C'est le tabou. Les parents croient que si une fille part voir une sage-femme, c'est soit elle a déjà commencé sa vie sexuelle active ou bien qu'elle est enceinte. Donc c'est cette image erronée qu'on a des jeunes filles qui fréquentent les maternités, voir les sages-femmes. Auparavant, c'était les badianes qui se chargeaient de sensibiliser les jeunes, de leur dire que voilà, quand vous arrivez à cet âge-là, il y a ça qui va arriver. Quand vous allez au mariage, c'est comme ça qu'il faut se comporter. C'est ce qui fait que les enfants, parfois, ils n'ont pas accès à l'information. Et quand ils veulent sortir, les parents les empêchent de sortir parfois. Donc il y a des centres conseils ados, des espaces conseils ados qui sont dédiés pour ça. Mais malheureusement, dans certaines localités, ils sont inconnus des populations ciblées. L'enseignement qu'on fait au niveau de l'école sur la santé de la reproduction, c'est vrai qu'il y a un manque à faire, mais quand même, il y a une amélioration au niveau de l'enseignement sur la santé de la reproduction au niveau de l'école. Mais malheureusement, au niveau de la banlieue, les jeunes qui ne sont pas à l'école sont trop nombreuses. Il y a les daras qui sont là, donc là-bas, on n'enseigne pas la santé de la reproduction. Donc c'est très difficile d'accéder à ces gens-là pour qu'ils puissent avoir accès à l'information et à la bonne information. Dans les daras, ce serait une bonne chose parce que ça nous permettra déjà
déjà de prévenir ces adolescents et jeunes qui sont dans les daras contre les IST, contre certaines formes de maladies liées à la santé de la reproduction, les MST. Le programme de la microfinance islamique se heurte à certaines contraintes pour sa mise en œuvre. Entre autres, l'inadéquation du système informatique. Ça ne passe pas chez les institutions financières partenaires. Il faut 4 milliards de francs CFA pour lever les contraintes du Promise. Programme dirigé depuis plus d'un an par Yaye Fatou Diagne, Ibrahima Diamé à Kaolack. Microfinance islamique Tambalikon de l'Alay Bankasam Fiti Sénégal. L'élément français que nous aurons sur le programme de la microfinance islamique qui se heurte à certaines contraintes pour sa mise en œuvre. Entre autres, l'inadéquation du système informatique. Ça ne passe pas chez les institutions financières partenaires et il faut 4 milliards de francs CFA pour lever les contraintes du Promise. Programme dirigé depuis plus d'un an par Yaye Fatou Diagne à Kaolack, Ibrahima Diamé. Ibrahima Diamé que nous aurons dans nos prochaines éditions. Toubacouta, dans la région de Fatick, qui pourrait bientôt abriter un héliport pour permettre aux touristes d'atterrir dans la localité par hélicoptère. C'est une annonce du ministre du Tourisme et des Transports aériens qui était en visite à Toubacouta. Aminata Goudiaby. Fatick dispose d'un potentiel touristique important. Seulement, beaucoup de personnes l'ignorent encore. Le ministre en charge du tourisme et des transports aériens s'engage à faire la promotion de la destination Sine Saloum. Et pour cela, Alioune Sarr pense qu'il faut nécessairement construire un héliport à Toubacouta. Et nous avons ici la découverte des sites classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vais proposer au chef de l'État la construction à Toubacouta d'un héliport pour accueillir les hélicoptères, pour permettre justement à ce que les touristes qui viendront directement à Dakar puissent atterrir ici dans de bonnes conditions. Parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent de la Gambie, qui viennent de pays limitrophes et naturellement qui ne permettent pas à AIBD d'exploiter son potentiel de hub aérien. En tournée dans l'arrondissement de Toubacouta, le ministre du Tourisme a rencontré les acteurs du secteur. Plusieurs doléances lui ont été soumises, mais la question de l'aménagement de certains sites touristique a été évoquée à plusieurs reprises. Des solutions sont annoncées. Nous avons certaines îles que nous allons avec le maire de Toubacouta et le gouverneur de la région voir comment les aider dans l'aménagement pour leur permettre justement de pouvoir accueillir les touristes. Et toujours dans sa stratégie de promotion de la destination Sénégal de façon générale, Alioune Sarr mise sur le digital. Selon lui, certains endroits du Sénégal, dont la réserve animalière de Fatala, considérée comme un site touristique haut de gamme, doivent être connus. Ce site qui n'est pas très bien connu fera partie des éléments que nous allons fortement promouvoir dans la stratégie digitale du département pour faire du Sénégal ce pays de destination internationale. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ici au niveau régional un comité régional de promotion touristique. Une convention entre son ministère et ceux de la culture et de l'environnement sera bientôt signée et dans ce partenariat, il s'agira de faire la promotion du tourisme local. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, coopération Sénégal-Espagne, l'ambassadeur du Royaume espagnol au Sénégal qui annonce un nouveau dispositif migratoire pour freiner l'immigration irrégulière. Selon Alberto Virela, les Sénégalais vont être envoyés en Espagne en matière ça sera donc pour une période temporaire. C'est dans le cadre de la production agricole. Alberto Virela, ambassadeur de l'Espagne au Sénégal, et au micro de Papa Balagué. C'est très important aussi de parler des voies régulières de migration. Le sujet migration est toujours là. Je toucherai d'autres questions. Mais il n'est pas possible d'avoir une approche sur la migration qui se base tout simplement sur l'interdiction. Donc l'Espagne travaille avec le Sénégal pour avoir des voies de migration régulières. Bien sûr, il y avait eu, avant la crise économique et financière, avant l'année 2010, beaucoup d'embauchements de travailleurs sénégalais qui partaient en Espagne. Avec la crise économique en Espagne, la montée du chômage en Espagne, la demande ou l'offre de postes de travail pour les étrangers est presque disparue. On a cet hivernage, pour parler en termes sénégalais, un projet de migration temporaire et un cours a commencé le mois de juillet. Ça va aller jusqu'au mois d'octobre. Et si ça marche bien, ça serait le début d'un flou beaucoup plus important et plus nombreux de Sénégalais, de travailleurs sénégalais pour aller travailler en Espagne. Cette information de notre correspondant à Louga, dans le village de Lompoul, dans le département donc de Kébémer. La foudre a tué une femme. C'est vers 20h que le drame a eu lieu. Nous y reviendrons avec Abraham Poulpouy. RFM. L'actualité internationale.
Cette tension xénophobe en Afrique du Sud, il n'y a pas de Sénégalais donc morts dans les affrontements. Le porte-parole des Sénégalais vivant en Afrique du Sud demande l'information selon laquelle 3 Sénégalais seraient tués. Mamor Talla Fall et avec Cheikh Tidiane Diagne. En ce qui concerne la communauté sénégalaise, Dieu merci, je peux vous donner ma parole d'honneur qu'on n'a pas eu de casualty ou bien de cas d'accident en ce qui concerne, disons, ce sentiment de révolte émanant de soi-disant sentiment de xénophobie. Bon, en ce qui concerne la communauté, alhamdoulilah, vraiment, on ne se plaint pas. Il n'y a aucun problème whatsoever au sein de notre communauté sénégalaise. Bon, même ce que vous voyez, pour être très véridique, il y a quand même un sentiment d'exagération où il y a des images qui relèvent de l'année dernière ou quelque chose de ce genre. Les gens sont venus, ils sont sortis, mais quand même la police est au niveau des lieux en train de gérer la situation. Puis on a établi un système de communication par WhatsApp, si bien que vraiment nous remercions nos frères et sœurs au sein de la communauté sénégalaise parce qu'ils ont suivi à la loupe les instructions, si bien que ça nous a permis quand même de bien gérer la situation. À défaut, je peux dire qu'on a eu 3 cas où des Sénégalais ont été volés par des policiers à Pretoria. Bon, ils disposaient d'une certaine somme d'argent qu'ils ont obtenue légalement, mais les policiers l'ont vu. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à manigancer le système. Comme quoi, ce sont des gens qui vendent de la drogue, au point où d'aller jusqu'à chercher de la drogue. Bon, là, je suis impliqué directement dans les dossiers, si bien que je sais fort bien de ce dont je parle. Voilà en résumé ce qui se passe. Omar Talla Fall, donc le porte-parole des Sénégalais vivant en Afrique du Sud. Fama John, bonsoir. Bonsoir, Jo Maron. Vous n'avez jamais fait l'Afrique du Sud? Pas encore. La Côte d'Ivoire, oui, vous connaissez très bien. Et voilà, Fama John, on parle d'abord de foot, parle bien de basket. Non, football d'abord. Football d'abord, allez-y. Suite aux incidents qui ont émaillé le match de Kondo de Louga contre Ersan de Thiès, l'ONCAV a pris la décision de sanctionner de Kondo. L'équipe a écopé d'une amende de 300 000 francs CFA et 2 ans de sursis. L'équipe nationale du Sénégal pourrait affronter la sélection du Brésil au mois d'octobre prochain à l'occasion d'un match amical, une révélation faite par le quotidien sportif Record. Si les négociations entre les 2 fédérations aboutissent, le match se jouera dans la première quinzaine du mois d'octobre. Toujours en bref tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le Burundi et la Tanzanie se sont neutralisés, score 1 but partout. Et sachez que la FIFA a décidé de diffuser les matchs de la zone Afrique pour les qualifications au Mondial de 2022 sur son site fifa.com et sur leur chaîne YouTube. Paul Pogba indisponible pour 10 jours. Le Mancunien souffre d'une entorse à la cheville droite. Après concertation avec le staff médical des Bleus, il a été décidé de le laisser dans son club Manchester afin qu'il soigne sa cheville. En Angleterre, les joueurs de football veulent que les responsables des médias sociaux s'impliquent dans la lutte contre le racisme. L'association des footballeurs a aussi rencontré des responsables de Twitter, Facebook et Instagram, après que plusieurs de ses membres aient organisé un boycott de 24 heures des médias sociaux. La FPA souhaite que les réseaux sociaux agissent durement. Jo Maron. Et voilà, Fama John, on parle maintenant de la Coupe du Monde de basket qui se déroule en Chine. Les règles de compétition ont récemment connu un changement. Pour le deuxième tour, les équipes qualifiées au 8e de finale vont disputer 2 matchs avant les quarts de finale. Voyons tout cela avec notre envoyé spécial en Chine, Soda Chiam. Au terme des matchs de poules qui prennent fin ce jeudi avec la 3e journée des poules EFGH, les 16 équipes qualifiées pour les 8e de finale seront réparties dans 4 poules de 4 pour une autre phase de poule. Les 2 premières équipes de la poule A et les 2 premières équipes de la poule B forment le groupe I. Les 2 premières équipes de la poule C et les 2 premières équipes de la poule D forment le groupe J. Les 2 premières équipes de la poule E et les 2 premières équipes de la poule F forment le groupe K. Et enfin, les 2 premières équipes de la poule G et les 2 premières équipes de la poule H forment le groupe L. Sur ce, chaque équipe va jouer 2 matchs et ne va pas affronter la sélection déjà rencontrée lors du premier tour. Au sortir de cette deuxième phase de groupe, les 2 premières équipes de chaque poule vont se qualifier directement pour les quarts de finale. Les 2 dernières équipes éliminées seront classées
de la 9e à la 6e place, selon les règles officielles du basket. À noter que les résultats du premier tour seront aussi comptabilisés pour le deuxième tour. Pour les matchs de classement de la 17e à la 32e place, les 16 équipes éliminées lors du premier tour seront aussi réparties en 4 poules de 4. Là également, chaque équipe va livrer 2 matchs et au sortir de cette phase, les premières équipes de chaque poule seront classées de la 17e à la 20e place, les classés 2e de la 21e à la 24e place et les classés 3e de la 25e à la 28e place et les classés 4e de la 29e à la 32e place. Pour cette phase aussi, les résultats du premier tour vont aussi compter. Les rencontres de cette deuxième phase vont commencer vendredi 6 septembre. Sodetiam, Chine. Dongwan, Radio Futur Média. Sodetiam, programme des matchs de demain. Canada reçoit le Sénégal à 7h30. République dominicaine, France, après États-Unis, Japon. Le Sénégal qui s'est dit prêt à remporter le match contre le Canada. Les poulains de Moustapha Gueye requinquaient après leur bonne prestation face à l'Australie Jeux marron. Fama John, on parle maintenant de handball. Le coach Frédéric Boujean a publié la liste des joueuses pour le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques. On note le retour de la capitaine des Lions, Dungu Kamara, qui avait raté la dernière CAN au Brazzaville. Si le manager des Lions dit avoir misé sur l'expérience pour décrocher une qualification aux Jeux Olympiques, écoutons à ce propos Frédéric Boujean. On a une compétition à jouer sur 4 jours avec 3 matchs. Les joueuses arriveront dans la nuit du 22 au 23, donc très peu d'entraînement à notre disposition. Donc on a vraiment misé sur l'expérience d'un collectif. On a misé sur un collectif qui se connaît, qui a participé à plusieurs compétitions maintenant ensemble, de manière à pouvoir uniquement sur 2-3 jours faire des réglages, retrouver des automatismes et être le plus vite possible compétitif. Voilà, donc c'est un défi incroyable et pour relever ce défi, on a pensé avec le staff qu'il fallait vraiment miser sur l'expérience et sur les habitudes de travail. Voilà, on a vu des jeunes joueuses sur le stage de mars en Guinée et sur le stage de juin en France, mais on pense que les prochaines retouches, elles arriveront plutôt sur le mondial pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et sur le TQO, voilà, il y a ce défi de gagner les 3 matchs en 4 jours pour aller aux Jeux Olympiques et pour relever ce défi-là, il faut de l'expérience, il faut de la maturité. C'est pas une compétition qui va être trop longue, donc voilà, on a fait ce choix en enregistrant le retour de Doudou Kamara et on espère que cette liste va être capable de régler les petits détails qui nous ont manqué sur la dernière finale à Brazzaville. À l'instant, Frédéric Boujean, sachez que le tournoi des qualifications olympiques va se tenir du 26 au 29 septembre prochain au Dakar Arena. Et terminons par de la natation. La 32e édition de la traversée Dakar-Gorée est prévue ce 29 septembre. Les inscriptions sont ouvertes. Dr Lamine Ndoye assure que la sécurité sera renforcée pour cette édition. Le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de natation est joint au téléphone par Mamadou Omarba. La traversée Dakar-Gorée comme on le faisait auparavant. Donc, il faut toujours, en termes d'innovation, comme on le dit, assurer la sécurité et améliorer la sécurité. Donc, c'est un peu notre credo. Je dirais donc, en termes d'innovation, c'est toujours un plus que nous allons ajouter à la sécurité. Sinon, ça reste le même circuit que l'année dernière. C'est-à-dire, il y a les 2 courses voilà, un peu en termes d'innovation, parce que la sécurité prime avant tout pour nous. À l'instant, Dr Lamine Ndoye, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de natation. Cet élément met un terme à la page des sports Jeux marron. Le docteur n'a pas encore enregistré de candidature ici du groupe Futur Média pour la natation? Non, il va enregistrer la mienne. Ah, apparemment, Fama est partout dans toutes les disciplines. Fama est karatéka, Fama est footballeuse, Fama aussi est nageuse. Je te dis. Sacré Fama, restez pour suivre le tour du web, c'est avec Abdoulaye Diop. Bonsoir et bienvenue. Audition de Adama Gueye, le journaliste soutient la thèse du piratage de son compte Facebook devant le doyen du juge. Selon Dakaractu.com, l'activiste a tenté de convaincre qu'il ignorait l'existence de certains écrits sur son mur Facebook, même s'il a assumé la paternité d'autres publications sur le réseau social. Il a confié au doyen des juges n'avoir aucunement publié certains écrits qui lui ont été montrés et dont le français n'était pas très bon, ajoute IGFM.sn. Auparavant, la demande
demande de remise en liberté provisoire introduite par ses avocats a été rejetée, mais Leral.net renseigne que ses avocats ont introduit une autre demande de remise en liberté provisoire. À la une de emedia.sn, un fait insolite, il s'est produit sur les deux voies de Liberté 6 au rond-point JVC. Selon le site, un jeune conducteur a failli tuer un policier sur cet axe. En effet, raconte le site, tout est parti quand le policier, soupçonnant le véhicule, a sommé au conducteur de s'arrêter pour les besoins d'un contrôle. L'individu n'a pas obtempéré. Il a tenté de foncer sur le limier qu'il a percuté en poursuivant sa course. Selon des informations obtenues par emedia.sn, une quantité importante de chanvre indien aurait été découverte dans la voiture. En plus, il avait par devers lui une arme à feu. Le jeune homme a été arrêté et conduit au commissariat central de Dakar où il est placé en garde à vue. Transition trouvée pour parler de la marche de cette organisation de la société civile pour dénoncer les mauvaises conditions des détenus dans les prisons. Selon Seneweb.com, Amnesty International, COS M23, Y en a marre, Nitu Degu des Valeurs, Gilets Rouges, Forum du Justiciable, Frappe, France Dégage ont décidé de porter le combat pour dénoncer le traitement inhumain auquel sont soumis les détenus dans les prisons surpeuplées du Sénégal. La marche est prévue ce vendredi à la place de la Nation. Budget.com informe que contrairement à ce qui a été annoncé, l'ancien ministre de l'Agriculture, le docteur Papa Abdoulaye Seck, a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de la République d'Italie avec résidence à Rome. C'est aujourd'hui à l'issue du Conseil des ministres de rentrée que la mesure a été prise. Sur l'international, RFI.fr informe que les députés britanniques ont adopté la loi demandant le report du Brexit. Du sport préliminaire de la Coupe du Monde 2022, le Burundi et la Tanzanie, deux équipes présentes à la dernière CAN, se sont neutralisées un partout aujourd'hui au terme d'un match très disputé. Informe usport.com. Le tour du web, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup, Abdoulaye Diop, qui laisse la place à Mamadou Omar John dans Yonutol. Bonsoir et bienvenue. La reprise de la pluviométrie installe le bonheur et la quiétude chez les agriculteurs du bassin arachidier, notamment à Diourbel, un espoir qui est conforté par la lutte gagnée contre les attaques d'insectes dans le département de Mbacké. Babacar Diouf. La configuration de l'hivernage rassure. Les quantités de pluie enregistrées dans l'étendue de la région de Diourbel assurent un bon comportement des différentes spéculations. C'est en tout cas la conviction de Pierre Diouf. Il est le directeur régional du développement rural. Ce qu'on peut dire seulement, c'est que la région est bien arrosée maintenant. Vraiment, tous les postes ont reçu une quantité assez intéressante au cours du week-end. Cette année, la pause est très longue, mais on n'a pas en tout cas connu tellement de flottissement. Et avec ces pluies-là, tout recommence à être vert. Quelques localités dans le département de Mbacké avaient fait l'objet d'attaques. Pendant cette pause, on a eu une pullulation d'huiles. Les huiles, c'est les mille-pattes. Et ça, c'était dans le Mbacké. En tout cas, je l'ai constaté, les photos sont là. Mais rassure le DER, la situation est sous contrôle. Ça, après un bon moment de lutte. La DPV, avec l'alerte, a pu nous envoyer un véhicule qui était en train de traiter ces huiles. Et les propriétaires même en ont acheté pour lutter avant que le véhicule vienne. Et ça a été en tout cas une bonne lutte. Aujourd'hui, les paysans n'ont qu'un seul vœu, que l'hivernage continue dans cette lancée. À Fatick, une autre partie du bassin arachidier, c'est aussi l'expérience d'avoir de bons rendements. Plusieurs postes sont actuellement excédentaires. Le mil, par exemple, étant en début d'épiaison. Aminata Koudjabi. Avec l'aide d'un hilaire, Cher Diouf enlève les mauvaises herbes qui poussent dans son champ de mil de 2 hectares. Ce jeune cultivateur de Niakhar se montre plus que jamais dynamique. Sourire au coin des lèvres, il dit avoir de nouveaux espoirs après la reprise des pluies constatées ces derniers jours. Ça nous avait bien manqué la confiance parce que sans la pluie, on ne peut rien faire sur les sols. C'était une grande pause, mais comme la pluie est arrivée, on est actuellement content. On a regagné les champs, redémarré les activités. Dans la région de Fatick, de façon générale, les cultures se portent bien. Le directeur régional du développement rural souligne d'ailleurs que les premiers semis de mil sont en début d'épiaison. Mamadou Badiane. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, les premiers semis de mil ont commencé à épier. Pour les premiers semis de mil, la deuxième vague est en phase de plein talage.
en termes de pluviométrie. Mais pratiquement, on avait plus d'inquiétude au niveau du département de Gossas. Mais fort heureusement, depuis le 11, on a vu que quand même, on a eu des cumuls très significatifs. L'arachide, actuellement, les premiers semis sont en pleine floraison. Techniciens de l'agriculture et cultivateurs de Fatick sont unanimes. Les rendements seront bons cette année si cette tendance des pluies se maintient. Pour mon champ, après les récoltes, le rendement me donne 2 tonnes 400 pour les 2 hectares. C'est pour la consommation familiale et en même temps aussi pour d'autres activités comme le commerce. Des visites de routine ont permis à la Direction régionale du développement rural de constater que beaucoup de postes sont actuellement excédentaires. Cependant, c'est dans le département de Foundiougne que les plus fortes pluies ont été enregistrées. Merci à Aminata Goudjabi, à Babacar Diouf et à Abdou Thiam pour la collaboration technique. À vous qui nous suivez pareillement, Yonou Tol, c'est fini. Rendez-vous mercredi prochain. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, vous offre Bonne Santé. Pour se protéger du paludisme, toute la famille doit dormir sous moustiquaire imprégné. Toutes les nuits, toute l'année, en hivernage comme en saison sèche. En cas de fièvre, allez rapidement vers la structure de santé la plus proche pour une prise en charge correcte. Des tests de diagnostic rapide, TDR, sont disponibles et gratuits dans les structures publiques jusqu'au niveau communautaire, case de santé et DS-DOM, pour voir en 15 minutes si vous avez le paludisme ou pas. Si le TDR est positif, les médicaments pour le paludisme simple appelés ACT sont gratuits. Le paludisme est une maladie qui peut causer beaucoup de décès, mais c'est une maladie dont on peut se protéger. Merci beaucoup. Donc, bonne santé, c'est avec Salimata Aou. Bienvenue. L'hypermétropie, une anomalie courante de la vision qui entraîne une bonne vision des objets éloignés alors que le patient a du mal à distinguer les objets proches. Elle peut être corrigée par le port des lunettes, de lentilles de contact ou moins souvent la chirurgie. L'hypermétropie représente en quelque sorte l'inverse de la myopie. Parfois héréditaire, ce défaut de vision est répandu chez les jeunes enfants car leur œil est court. Ils nécessitent le port de verres correcteurs car il peut favoriser la survenue d'un strabisme en forçant trop le cristallin à compenser cette anomalie. Chez une personne atteinte d'hypermétropie peuvent apparaître les symptômes suivants: des difficultés de vision des objets proches, une fatigue oculaire ou des maux de tête au cours d'une lecture ou d'un travail sur ordinateur, surtout ressenti en fin de journée. Le diagnostic est réalisé par un ophtalmologue grâce à un simple examen de l'œil et une série de tests de la vision. Il pourra par exemple s'agir d'un test de mouvement des yeux, d'un examen de réfraction ou encore d'un examen de la rétine. Les patients hypermétropes ont un risque accru de souffrir d'un glaucome aigu. Ils doivent donc faire surveiller leur pression intraoculaire régulièrement. Il est possible que l'hypermétropie ne soit pas détectée chez un enfant qui en est atteint, mais dont l'acuité visuelle est parfaite. En effet, même si l'œil doit fournir un effort supplémentaire pour ne pas voir flou, il peut avoir une bonne perception des détails. C'était tout. Pour Bonne Santé, rendez-vous demain pour un autre numéro. Bonne Santé vous a été offerte par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Engageons-nous tous pour l'élimination du paludisme au Sénégal. RFM, la chronique du jour. Cette chronique est signée Mbaye Sidi Mbaye. L'innommable exiguïté des prisons de chez nous, tant au Sénégal qu'ailleurs dans les pays d'Afrique, est un gros problème humain. Je ne me permettrai d'insister de manière critique que sur le mauvais exemple que partage notre pays sur ce dossier honteux des mouroirs appelés maisons d'arrêt et de correction. La prison, par définition, est une étape de réflexion, de prise de conscience et de mise en question pour soi. On peut aller en prison sans le mériter, je veux dire sans avoir fauté, sans réellement avoir commis une infraction à ce point punissable. Parce que nous le savons tous, les erreurs de jugement existent et ne sont reconnues souvent par la justice que longtemps après.
le temps aura passé. La réputation du condamné en aura été flétrie. Le cœur à jamais lourd et marqué d'avoir à assumer l'infamie d'une injustice, souvent à jamais. Si en plus, votre vécu carcéral est une torture dont vous sortirez avec l'envie de vous venger de la société, de l'atteindre là où vous estimez que ça lui fera le plus mal, vous serez l'illustration du grand échec de la tentative avortée de rééducation et réintégration sociale. Ce double échec cuisant de la société peut vous avoir transformé en cobaye vengeur et après un acteur inconscient d'un drame sans fin, hélas. RFM, l'invité. Ababakar Ndao, ingénieur de génie rural, le secrétaire général de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. L'entretien avec Abdou Diouf Junior. Merci, bonsoir Ababakar Ndao. Bonsoir et j'en profite de saluer tous vos téléspectateurs et vos auditeurs. Vous êtes le secrétaire général de l'OMVG, vous pilotez le projet énergie de cette organisation sous-régionale, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Ce projet énergie va mettre en place, entre autres infrastructures, le barrage de Sambangalou dans la région de Kédougou. Le projet est lancé depuis 2017. Il me semble que vous êtes à la traîne parce que depuis lors, vous en êtes toujours à la phase développement. Tout à fait. En fait, c'est des projets à très longue gestation, comme vous le savez. C'est de gros projets. Ce projet, c'est un projet qui impacte 4 pays, qui se déroule sur 4 pays, qui demande beaucoup d'argent. C'est 722 millions de dollars qu'il faut mobiliser. Financé par les États ? Financé en partie par les États. Ils font partie des bailleurs de fonds, mais financé aussi par d'autres bailleurs extérieurs. Il y en a 8. Je pourrais les réciter, mais peut-être vous donner une idée. Il y a la Banque mondiale là-dedans, il y a la BAD, il y a la BID, il y a la BI, la KfW, le Fonds cohésien, la BOAD, l'AFD aussi est dans le groupe, et aussi il y a les États qui ont mis de l'argent également pour les aspects socio-environnementaux. Donc en fait c'est un grand projet, mais un projet qui est très important pour nos États parce que 1700 km quand même de lignes avec des postes, des pylônes, un barrage. Comment vous avez pu entre les États organiser tout cela? Voilà, vous savez, il faut saluer la volonté politique des États parce que qu'en fait quand on a quand même une vision éclairée dans ce domaine-là, ça aide. Quand on a l'adhésion des chefs d'État qui nous donnent des orientations et aussi les ministres qui nous surveillent, qui voient un peu comment se déroule le travail, cette volonté politique existante, le reste, c'est vraiment travailler comme nous devons le faire en tant qu'ingénieur, en tant que planificateur, en tant que sociologue et donner corps à ce projet-là. Vous savez, l'OMVG à la tête, vous avez la conférence des chefs d'État de gouvernement, actuellement présidée par la Gambie, mais c'est tournant. Et vous avez le Conseil des ministres. Pour le Sénégal, c'est le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement qui est notre ministre de tutelle. Mais il travaille vraiment en harmonie avec les autres ministères. Et tout ça, et vous allez produire de l'électricité à partir du barrage de Sambangalou, d'une capacité de combien de mégawatts? Sambangalou, en fait, c'est un barrage. Donc il y a un réservoir derrière. Donc on aura 3 milliards de mètres cubes d'eau là-bas. Et en termes de production d'énergie, la puissance installée sera de 128 mégawatts. Mais comme j'ai dit qu'il y a un réservoir, il y a aussi de l'eau pour l'agriculture, probablement aussi des possibilités pour faire des stations de traitement et de l'eau potable, etc. Donc c'est un barrage qui est intéressant. À côté de ça, il faut des lignes de transport. Vous avez d'abord parlé de l'agriculture, on y va directement. Voilà. Vous allez aménager des terres à côté, c'est ça? Non, en fait, ce qu'on va faire, nous, c'est mettre l'eau à disposition pour aménager les terres. Parce qu'en fait, chacun son rôle. Nous, on met l'eau à la disposition et à partir de cette eau-là, il y a moyen d'aménager 90 000 hectares, donc 40 000 sont au Sénégal et les 50 000 en Gambie parce qu'on va contribuer à chasser la langue salée en Gambie. Donc en fait, ça, c'est le potentiel. Mais à côté, on a l'électricité aussi qui est intéressante et nous avons fait un réseau de transport pour évacuer cette énergie de Sambangalou, mais également d'autres parce qu'en fait, notre réseau est dimensionné à 800 MW en matière de transport. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on termine le réseau, déjà, une partie de l'énergie de Kaleta, qui est un ouvrage, une centrale qui est en Guinée, qui est terminée, pourra évoquer 30% dans notre réseau pour le Sénégal et pour les autres pays. Et vous aurez aussi Swapiti, qui est un barrage de 4
450 MW, qui est aussi centrale hydraulique guinéen, qui pourra également injecter dans notre réseau en grande partie. Il y aura une sorte d'interconnexion, quoi. Absolument, comme on a fait avec l'OMVS, parce que moi, comme j'ai travaillé aussi pour l'OMVS pendant beaucoup d'années, alhamdoulilah, et en fait, vous savez, aujourd'hui, vous avez des réseaux interconnectés, Mali, Mauritanie et Sénégal. Et ce qu'on espère faire aussi pour le Sénégal, la Guinée, la Gambie et la Guinée-Bissau. Et mieux encore, au niveau du poste de Tambacounda qu'on va faire, on va mettre en jonction les deux réseaux, les réseaux de l'OMVS et les réseaux de l'OMVG. Et en Guinée, au niveau du poste qu'on appelle le poste de l'INSAN, nous allons également avoir le link avec le réseau interconnecté CLG, qui est en fait une ligne Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée. Donc en fait, à terme, vous allez voir que c'est un réseau de l'Afrique de l'Ouest qui sera là, et ça veut dire qu'un producteur d'électricité qui serait à Dakar ou ailleurs, parce que on a quand même aussi la perspective du gaz qui est déjà là, pourra injecter dans notre réseau et peut-être vendre son énergie à Sierra Leone ou en Côte d'Ivoire, et vice-versa également. Et l'énergie aussi qu'on a en Guinée pourra transiter par Netrose et être utilisée dans une de nos parties. Voilà un peu l'objet. Voilà. Oui. Ces 1700 km de lignes quand même vont traverser des villes, des villages. Comment vous allez faire avec ces populations-là? Bon, comme j'ai dit, vous savez, l'objet des politiques des États, c'est vraiment améliorer les conditions de vie des populations. Ça, il ne faut pas qu'on le perde de vue, parce qu'également aussi, les ressources sur lesquelles nous travaillons, ce sont les ressources des États et des populations. Ça est très bien que, quoi qu'on dise, tous les projets sont repayés par les populations. Vous allez d'abord les impacter, ensuite? Voilà, parce que d'abord, il faut passer par leur terre, il faut les indemniser. Ça, c'est totalement normal, c'est une chose indispensable avant de débuter quoi que ce soit. Parce que nous ne pouvons pas débuter un projet sans avoir réglé les questions des indemnisations. Ça, c'est extrêmement important. Mais au-delà de ça, nous travaillons aussi pour les populations. De ce fait, les lignes de transport sont là, mais nous avons veillé à avoir un volet électrification rurale qui permet déjà au niveau des postes sources que j'ai cités tout à l'heure de pouvoir déjà distribuer l'électricité autour de ces postes-là pour les villages et villes qui sont autour. Ça, le programme est identifié et la Banque mondiale accompagne ce projet-là. Mais au-delà de ça, sur l'ensemble du tracé de 1700 km, on va électrifier tous les villages qui sont autour. Mais ça, évidemment, en collaboration, en harmonie avec les politiques des États. Parce que nous savons également que les États mènent des politiques et tout ce travail-là, nous le ferons en liaison avec Sénélec, avec aussi l'ASER, en ce qui concerne le Sénégal, mais c'est la même chose pour les autres pays. Ce qui fait qu'à terme, c'est vraiment un potentiel et un levier de développement qui est mis à la disposition des populations, mais ça c'est normal, c'est le rôle de toutes les entités de développement de nos pays. L'éclairage c'est un aspect, mais il y a un aspect social, économique au-delà de tout cela. Je disais tout à l'heure, l'éclairage c'est un des aspects, c'est l'aspect peut-être le plus évident auquel les gens pensent, mais en fait l'électricité dans une région, ça permet c'est un levier économique de développement. Ça permet à l'artisan d'avoir de l'électricité tout le temps, de pouvoir développer son artisanat, ça permet aux gens de pouvoir faire la conservation de produits et même de transformer, et ça peut permettre de développer un certain tissu industriel, c'est extrêmement important. Et c'est le but par rapport à ce que nous faisons. Maintenant, c'est vrai, le projet, depuis 2017, on est là-dessus avec les barres de fonds, mais le projet, ça se prépare, vous savez. C'est un méga projet, on n'est pas en train de parler d'un projet simple. Je vous ai dit 4 pays, mais même au niveau du Sénégal, vous avez dit tout à l'heure, c'est quand même 4 à 5 régions qui sont impactées déjà par ce projet-là, c'est un gros projet. Et ça demande de la préparation pour qu'on puisse y aller. Donc, vous savez, un projet, c'est des moyens et c'est des délais. Nous sommes dans les délais par rapport à ce qu'on nous a demandé de faire. Vous en êtes toujours à la phase de développement des infrastructures et tout, de réalisation du projet. À quel niveau d'exécution vous en êtes? Bon, c'est difficile de vous parler du niveau d'exécution parce que comme j'ai dit, c'est un méga projet. Les niveaux d'exécution sont différenciés. Mais l'essentiel est que le terme final, c'est fin 2020 qu'on devrait terminer. Mais ce qui est rassurant, c'est que vous allez le voir, vous êtes sur le terrain, tout le matériel est en place. Et vous savez, il y a beaucoup de matériel qui sont produits ailleurs, à travers le monde, je dois dire, parce que ça vient de partout dans le monde en termes de matériel. Tout est mobilisé et amené sur site. Les entreprises sont à pied d'œuvre sur site et ils sont en train de travailler. Ça veut dire que tout ce qui devait être fait est fait et les travaux, vous allez les voir sur le terrain, avancent au rythme qu'on a souhaité. Nous envisageons même de regarder avec certaines entreprises comment faire ce qu'on appelle un programme d'accélération. Parce que quelquefois, quand tout est en place, que tout est là, on peut toujours regarder comment mieux accélérer les choses là. Ça aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui sont impliquées dans le projet. Il n'y a pas d'entreprise sénégalaise. Pouvez-vous nous expliquer les raisons? Oui, on peut expliquer. En fait, dire qu'il n'y a pas d'entreprise sénégalaise, c'est peut-être aller très vite. Quand vous regardez, parce qu'un projet comme ça, il y a des entreprises qui sont des entreprises phares
qui gagnent les marchés. Et puis ensuite aussi, il y a les sous-traitants. Il y a beaucoup de sous-traitants sénégalais, guinéens qui travaillent sur le chantier. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que, vous savez, ces marchés sont faits sur appel d'offres. Et quand il y a un appel d'offres, pour gagner un marché, il faut y répondre. Quand on répond à l'appel d'offres, on a des chances de pouvoir gagner. Mais si on n'a pas répondu à l'appel d'offres, c'est très difficile de gagner un marché. Je pense que ça aussi, il faudrait que... C'est un appel, nous, que nous faisons. Il faut que toutes nos entreprises soient intéressées par ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai, c'est des métiers qui sont des métiers spécifiques, élaborés, mais je pense qu'aussi, il y a moyen de s'intéresser à cela. D'abord, peut-être avec des gens aventures, avec d'autres entreprises spécialisées, ainsi de suite, on fera... Voilà, c'est un peu cela. Vraiment, c'est un appel parce que nous souhaitons effectivement que nos entreprises prennent de plus en plus de parts de marché dans ce que nous faisons. Merci beaucoup, Ababacar Ndao. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Secrétaire général de l'OMVG, Ababacar Ndao est ingénieur du génie rural spécialisé en planification et gestion des ressources en eau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez l'invité de